FM. La 87.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et ce lundi qui se trouve être le 11 février 2019, nous allons nous intéresser à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui a annoncé donc un conclave pour être tenu demain, mardi 12 février 2019. Cependant, ce conclave est repoussé ou disons reporté. À quelle date précisément? Voilà, nous voulons donc en savoir davantage. Est-ce lié réellement à des problèmes internes à la coalition des 14 partis de l'opposition? Peut-on encore parler de la C14 aujourd'hui ou bien à C14 moins un certain nombre de chiffres? Voilà pourquoi M. Antoine Folli, délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo, parti membre de la C14, est notre invité. Déjà avec nous, nous allons encore vous le réintroduire si peut-être vous venez de prendre le train en marche. Monsieur Antoine Folli, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditeurs de Victoire FM. Et voilà, vous avez bien fait de venir expliquer les choses ou bien éclairer la lanterne des Togolais. Mais avant de parler amplement donc de la C14, vous avez suivi aussi à travers les médias le sommet, le 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui hier donc M. Paul Kagame a passé le témoin à Al-Sisi de l'Égypte. Je pense que peu à peu l'Union africaine se réveille pour s'autodéterminer et s'autofinancer. Pardon. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à ce 32e sommet, de bonnes intentions ont été annoncées lors du passage de témoin entre le président Paul Kagame et le président égyptien Al-Sisi. Ce dernier a clairement dit qu'il mettrait son mandat à profit pour lancer des travaux d'infrastructure à l'échelle du continent, qu'il allait également accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange et qu'il travaillerait à la création d'emplois pour les jeunes. Bon, nous espérons que tout cela se fera. C'est vrai qu'il y a l'épineux problème de l'autofinancement de l'Union africaine parce qu'il n'est pas normal que les actions de l'Union africaine soient financées majoritairement par l'extérieur. Et surtout l'Union européenne. Voilà, tout à fait. Donc le nombre de pays n'est pas le même que le nombre des pays africains. Tout à fait. Et sous le mandat de Paul Kagame, la décision avait été prise d'instaurer une taxe de 0,2% sur les importations. D'après les médias, je crois que à peu près la moitié des pays ont adhéré à ont commencé à mettre en œuvre cette disposition. Maintenant, moi j'ai suivi hier, j'aurais été intéressé de savoir combien de pays ont versé réellement leur contribution. Malheureusement, on n'a aucune information là-dessus. Mais les intentions sont là. Nous verrons si ces intentions seront suivies des faits. Je crois qu'il est là pour une durée de 12 mois. Oui, bien sûr. Voilà, donc, comme c'est une présidence tournante. Tournante, tout à fait. Nous verrons. On fera le bilan dans 12 mois et on verra ce qu'il aura fait et ce qu'il n'aura pas fait. Des intentions qu'il a annoncées, des bonnes intentions qu'il aura annoncées. Mais il s'est vite pris en annonçant à ses pairs qu'il se met encore dans la peau de Nasser, le président égyptien en 1963, qui a pris part d'ailleurs à la genèse donc de l'organisation de l'unité africaine, OUA à l'époque. Oui, en réalité, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de gens reprochent aux leaders égyptiens de se tourner plus vers le monde arabe que vers l'Afrique. Donc, en se mettant quelque peu dans la peau de Gamal Abdel Nasser, il a voulu un peu balayer ce procès d'intention qu'on lui fait et montrer qu'il est un vrai Africain attaché au développement du continent. Maintenant, là aussi, on verra le projet de création d'une zone de libre-échange
est un projet ambitieux au niveau du continent. Jusqu'à présent, selon les rumeurs, deux grands pays, l'Égypte et le Nigeria, qui sont deux grands géants, qui sont parmi les trois grands géants économiques de l'Afrique, paraît-il, n'auraient pas été, ne se seraient pas très impliqués dans ce projet. Bon, ben si aujourd'hui le président égyptien se dit prêt à accélérer la mise en œuvre de cette zone de libre-échange, ça ne serait qu'une bonne chose pour le continent. Attendons de voir pour juger sur pièce. Oui, mais quand même, on remarque quand même que je ne sais pas si c'est sciemment ils le font. Les chefs d'État africains au cours de ces rencontres à Addis Abeba ne se prononcent jamais sur la gouvernance politique dans leurs pays respectifs. La preuve, au même moment que la réunion se poursuit et va finir, va prendre fin ce lundi, dans ce même temps, voilà M. Abdelaziz Bouteflika qui annonce sa candidature pour un 5e mandat, bien que, je ne dirais pas gravateur, mais dans un fauteuil roulant depuis plusieurs années. Oui, ben vous savez, l'annonce d'une candidature n'est pas un problème de gouvernance. Moi, je dirais que c'est plus un problème interne. 5 mandats pour lui seul. Oui, non, mais c'est un problème plus interne à l'Algérie que des problèmes qui regardent l'Union africaine. Mais il y a, au niveau de la CEDEAO, par exemple, même je crois, je ne sais pas si ça a été adopté au niveau de l'Union africaine, mais il y a des dispositions qui recommandent la limitation du nombre de mandats dans les pays. Au niveau de la CEDEAO, c'est 2, par exemple. Bon, je ne sais pas si je n'ai pas souvenir qu'une telle disposition a été actée au niveau de l'Union africaine. Mais je crois qu'il y a, dans le cas d'Abdelaziz Bouteflika, je crois qu'il y a un problème politique, enfin un problème à la fois politique et moral. Vous voyez, ce monsieur qui est au pouvoir en Algérie depuis 1999. Ça fait 20 ans. Oui, 20 ans. Qui a aujourd'hui 81 ans. Qui est malade. Qui est dans un fauteuil roulant et qui se croit obligé de se présenter encore à l'élection présidentielle. Je ne peux pas comprendre. En tout cas, moi, moralement, est-ce que c'est sain, s'il vous plaît? C'est ce que je vous dis, que ça pose un problème moral. Et ça pose aussi un problème d'éthique politique. Voilà. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire encore à l'Algérie qu'il n'a pas pu faire en 20 ans. Pendant qu'il était debout, pendant qu'il était de sa pleine forme. Important, quand il avait toutes ses facultés intellectuelles et physiques, et qu'il n'a pas pu faire, et qu'il va pouvoir faire aujourd'hui. Moi, ça me choque. En tant que politique, ça me choque. Et en tant qu'Africain, ça me choque encore plus. Voilà. Oui, mais quand même, ces pères ne peuvent pas le reprendre un peu? Ce n'est pas possible, ou ce serait de l'ingérence dans une affaire interne? Oh, ça peut être considéré comme ça. Et puis vous savez, ce problème, c'est d'abord aux Algériens de le régler. Hein, ce n'est pas, c'est pas aux autres. Nous, au Togo, nous nous battons pour que le nombre de mandats soit limité. Donc, c'est une question que les Togolais ont prise à bras-le-corps et nous luttons pour cela. Bon, il faudrait que les Algériens s'occupent également de leur cas. Oui, mais en Côte d'Ivoire, la semaine dernière, c'est Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui a démissionné à la tête donc de cette institution. Un acte héroïque? Bon, héroïque, vous savez, quand on connaît le contexte ivoirien, aujourd'hui, est-ce qu'il avait réellement un autre choix? Je ne pense pas. Lui-même l'a dit dans son discours de démission. Il a dit qu'il avait choisi de démissionner pour ne pas créer un blocage institutionnel. C'est vrai que ça aurait pu déboucher sur un grave problème institutionnel. Bon, dans le contexte ivoirien, c'était la meilleure chose à faire. Est-ce héroïque? Bon, le constat est là que il est parti de lui-même plutôt que de se faire démissionner.
ou de se faire destituer. Par un vote de que, défiance. Tout à fait. Donc c'était plus digne, à mon avis, qu'il soit parti de lui-même plutôt que d'aller vers un vote de destitution qui aurait encore menacé la fragile paix que connaît la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on suit la situation en Côte d'Ivoire, bon, c'est vrai que tout le monde dit qu'il y a la paix est revenue, etc. Mais tous les responsables politiques, y compris ceux qui sont au pouvoir, n'arrêtent pas de parler de réconciliation nationale, de paix, etc. Ça veut dire que la paix n'est pas encore totalement revenue dans ce pays et que la réconciliation reste à faire entièrement. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays frère du Togo, donc nous souhaitons... Quand ce pays était en crise, il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui se sont réfugiés ici à Lomé, au Togo. Tout à fait. Donc, nous souhaitons que la sagesse l'emporte et que, voilà, progressivement, par le dialogue plutôt que par la confrontation... Oui, mais est-ce que cela ne sous-entendrait pas une sorte de divorce consommé entre M. Alassane Ouattara et son dauphin Guillaume Soro? Les deux étaient ensemble depuis 2000 jusqu'à la prise du pouvoir par Alassane Ouattara. Eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de divorce et que Guillaume Soro a pris d'autres directions, qu'ils ont fait le constat que leurs orientations, leurs convictions politiques, idéologiques, ne coïncidaient plus et qu'il valait mieux que chacun chacun aille son chemin. Y a-t-il une vie après la présidence, donc à la tête de l'Assemblée nationale? Guillaume Soro est jeune, hein, je crois qu'il a 40, je sais même pas s'il a 45 ou 48 ans, donc il est jeune, donc il a encore tout son avenir politique devant lui. J'ai appris par les médias qu'il va aller poursuivre des études à Harvard aux États-Unis, après avoir obtenu son MBA la dernière fois à Lyon. Il a le temps de faire tout ça, et je crois que s'il choisit bien sûr, c'est un homme politique qui est engagé dans la politique et dans la vie syndicale depuis de longues années. Donc, s'il sait bien gérer la situation, il tirera son épingle du jeu. Il tirera son épingle du jeu. Il ne faut surtout pas être pressé. Voilà. Allez, revenons donc au Togo. Monseigneur l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, était à la prison civile vendredi dernier. Au cours donc de cette visite, il a eu à rencontrer les femmes qui sont prisonnières aussi dans cette maison d'arrêt, en dehors de celles-là avec lesquelles il a prié. Il est venu faire un entretien avec l'ancien député Kwacha Nyasingbe. Mais Monseigneur Kodjo, vous l'avez écouté tout à l'heure, il trouvait que Kwacha Nyasingbe est malade. Et donc Kwacha l'a chargé d'aller plaider sa cause auprès de son frère qui est le président de la République pour qu'une grâce présidentielle lui soit accordée afin qu'il aille s'occuper de sa santé. Alors, comment trouvez-vous la démarche ou l'initiative du prélat? De toute façon, c'est une démarche pastorale. Oui, il a dit. Voilà, c'est une démarche pastorale qu'on ne peut que féliciter. C'est vrai qu'il a parlé de l'entretien qu'il a eu avec M. Kwacha Nyasingbe, mais il a parlé aussi des conditions de vie dans les prisons du Togo, enfin de Lomé plus particulièrement, qui sont totalement incompatibles avec les conventions internationales auxquelles le Togo a souscrit. Donc, à la prison, il y a de graves problèmes. Ce n'est pas parce que les gens sont en prison qu'il faut leur enlever toute forme de dignité, toute forme, il a dit tout à l'heure, toute forme d'humanisme. Ce sont avant tout des êtres humains qui, à un moment ou un autre, retourneront à la vie, à la vie normale. Donc il ne faut pas que le passage en prison soit une espèce d'extinction de la dignité de la vie des êtres humains. Vous savez, nous en politique, nous les hommes politiques, vous savez comment on appelle la prison? C'est la maison pour tous. Parce que quand vous faites de la politique, à un moment ou un autre, parce que
Le Vous irez en prison? voilà, non mais, regardez, prenez, ne serait-ce qu'au Togo, regardez parmi les leaders politiques, le nombre de gens qui sont passés déjà en prison. Dans d'autres pays, c'est pareil. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est... Finalement, la politique en Afrique, quand vous êtes, vous n'êtes pas dans le même, dans la même logique ou bien dans la même trajectoire que le parti au pouvoir, c'est un passage forcé, obligé? Non, vous savez, c'est que c'est dans les pays où il n'existe pas, où il n'y a pas de démocratie. Voilà, c'est ça. En France aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Non, il n'y en a pas. Il y a d'autres pays, prenez même le Ghana à côté, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Non. Souvent, dans les pays qui ont la pratique de la dictature, on a tendance à utiliser la prison comme un moyen d'élimination des adversaires. Bon, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que nous luttons pour la démocratie. Vous savez, si vous allez à la prison civile de Lomé, et que les gens vous racontent leur situation, vous racontent pourquoi ils sont là, les cas d'injustice, les cas de non-respect même des règles de la justice, mais vous vous demandez dans quel pays on est. Mais c'est ça, c'est aussi ça, le Togo. Et c'est aussi pour cela que nous devons continuer à lutter pour que le Togo devienne un vrai pays démocratique. Pour que la prison ne soit pas un instrument à la disposition du pouvoir ou du régime au pouvoir pour, j'allais dire, pour faire taire, pour faire taire des adversaires politiques ou pour régler des comptes à des adversaires politiques. Mais au-delà de cela, il y a un vrai problème au niveau des prisons au Togo, des problèmes, j'allais dire, de conditions de vie des prisonniers. La surpopulation carcérale. Oui, mais c'est un des aspects. Mais aussi le traitement même des prisonniers. Vous savez, la prison peut être aussi, vous savez, des gens qui ont fait de la prison et qui en sont sortis avec de grands diplômes. Oui. Des gens sont sortis de prison. Pas au Togo. Non, pas au Togo. Pas au Togo. Des gens sont allés en prison et en sont sortis écrivains. Oui. Etc. Il y a eu des cas comme ça. Donc, que fait-on au Togo, par exemple, pour la reconversion? Monseigneur lui demande, il faut humaniser les prisons au Togo. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Humaniser, ça veut dire que des gens qui, à un moment donné, que ce soit par règlement de compte politique ou par, ils sont en conflit avec la loi. En conflit avec la loi, il faut que, à un moment donné, lorsqu'ils sortent de là-bas, que le passage à la prison ait été un temps qui leur permette de se remettre en question, de se refaire, et lorsqu'ils sortent, parce que on finit par en sortir. À un moment ou un autre, on sortira de la prison. Alors qu'ils sortent, qu'ils ne soient pas... Vous savez, c'est déjà très difficile d'être privé de liberté. C'est déjà très difficile de vivre, d'être en prison, surtout dans un pays comme le Togo. Il faut que des dispositions puissent être prises. Et ça, c'est un problème de volonté politique. Oui, alors vous parlez de volonté politique. Si on met les détenus à l'aise dans les prisons, ou bien on met les conditions optimales au point pour que les gens soient détenus, et il y a de l'humanité, ou bien, pardon, il y a le caractère humaniste là-bas, vous pensez que ce ne serait pas mettre les opposants à l'aise? Les opposants, c'est-à-dire? Eh oui. Non, vous savez, non, il faut pas penser comme ça. Il faut pas le penser. Déjà, être privé de liberté, être en prison, c'est une chose difficilement supportable. Voilà. C'est difficilement supportable. D'ailleurs, on ne souhaite même pas la prison à son pire ennemi. C'est difficilement supportable. Lorsque, en plus, vous sortez de là-bas en étant détruit, en tant qu'être humain, c'est encore plus grave. Et l'humanisation dont parle le Monseigneur Poudreau, c'est faire en sorte que la personne qui est détenue
puisse continuer à garder un minimum de dignité et que le passage en prison lui permette de préparer un retour à la vie normale. Voilà. Vous savez, il y a des détenus aujourd'hui, lorsqu'ils sortent de prison, ben, ils sont tellement pas préparés du tout à la sortie que très vite, ils récidivent et retournent en prison. Vous voyez? Donc, c'est une question de volonté politique. Parce que il peut arriver à tout le monde de se retrouver là-bas. Donc, la prison n'est pas destinée à un groupe ciblé. Qui aurait pu penser que M. Pachanya Singbe aurait pu se retrouver en prison? Personne ne l'aurait imaginé. Personne. Dans ce pays? Personne. Et pourtant, ça s'est fait. D'autres d'autres, ils sont allés. Donc, à un moment ou à un autre, tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Nous sommes tous des prisonniers en sursis, dira-t-on. Alors, mais est-ce que le chef de l'État, Fonya Singbe, a intérêt à faire libérer ou à libérer son frère Pachanya Singbe? C'est à lui qu'il faut poser la question. Je ne suis pas à sa place et je n'aimerais pas y être. Mais quand même, Monseigneur Kodo disait tout à l'heure qu'il est souffrant, qu'il a vu visiblement souffrant. Oui, mais vous savez, la vie en prison n'est pas, je vais dire, c'est pas une vie de luxe. Hein. C'est pas une vie de luxe. C'est pas une vie de luxe. Donc, qu'il soit souffrant, moi, ça ne me surprend pas. Donc, bon, j'espère que la démarche entamée par Monseigneur Koudrou aboutira à quelque chose. Voilà. Parlons de la coalition des 14 partis de l'opposition dont est membre l'UDS Togo, Union des démocrates socialistes du Togo dont vous êtes le délégué général. Alors, qu'est-ce qui se passe à la C14? Bon, alors, vous avez dit tout à l'heure que la C14 s'est réunie hier, dimanche, toute la journée. Ce n'est pas vrai. Vous savez, les gens colportent beaucoup de rumeurs. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de réunion hier. Bon, les concertations entre les leaders il y a eu quand même une rencontre entre certains leaders, du moins. Non, mais je veux dire, non, il n'y a pas eu de rencontre formelle entre les leaders. Les rencontres, les échanges... Informelles, bien sûr. Non, des échanges informels entre deux leaders, ça, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Vous voyez Toujours est-il qu'il y a eu des leaders qui se sont retrouvés, en fait. Non, mais pas tous. Bon, alors, non, la décision avait été prise vendredi lors d'une réunion qui s'est tenue à 17h, de 17h à 18h. C'est au cours de cette réunion, pour des raisons essentiellement logistiques. Vous savez, le conclave était initialement prévu sur une journée, le 12. Compte tenu du programme... Dans un premier temps, c'était le 6, mais repoussé encore au 12. Au 12, parce que le 6, beaucoup de leaders étaient encore à l'étranger. Moi-même, j'étais en Europe, je suis rentré la semaine dernière. Donc, la coordinatrice était également en voyage, elle est rentrée aussi la semaine dernière. Donc, les calendriers, les agendas ont fait que le 6, ça ne pouvait pas tenir. Le 12, il n'y avait aucun problème. Mais nous avons estimé que, compte tenu du programme et des sujets à débattre, il fallait que le conclave se tienne sur 2 jours au moins, 12 et 13. Malheureusement, l'endroit où nous avons réservé la salle pour le conclave n'était pas disponible le 13. Voilà donc pourquoi nous avons décidé de décaler le conclave pour se tenir les 14 et 15 février. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est pour des problèmes logistiques. Tout à fait. Moi, je n'ai rien à vous cacher là-dessus. Oui, c'est vrai, vous n'avez rien à nous cacher, mais est-ce que vous n'escamotez pas peut-être des crises ou bien des problèmes en Inde? Non, vous savez, beaucoup de gens, vous faites certainement allusion à la lettre envoyée par le CAR qui a circulé sur tous les réseaux. Cette lettre n'a eu aucune influence sur le report. C'est vrai que le CAR a envoyé une lettre pour dire qu'il n'entendait pas prendre part au conclave. La lettre, vous l'avez lue comme moi,
il n'y a eu aucune explication de donner. Bon, et le CAR a pris part à la décision qui a conduit à la tenue de ce conclave. Le CAR a participé à la préparation, et je dirais même a participé, c'est un membre du CAR qui a présidé la cellule qui a préparé, qui a élaboré le document préparatoire de ce conclave. Bon, donc nous avons reçu la lettre. Il est tout à fait normal que nous cherchions à savoir les raisons qui ont motivé cette décision. Donc, des contacts vont être pris. Donc, autrement dit, les contacts ne sont pas encore pris? Non, les contacts vont être... on s'est réunis vendredi, donc les contacts vont être pris. Est-ce que tout le monde était à cette réunion du vendredi dont vous parlez? Non, la majorité y était. Tout le monde n'y était pas, parce que c'est une réunion qu'on a décidée à la dernière minute. Parce que il y avait le problème de savoir si on maintenait un jour ou deux. Il fallait prendre aussi la décision concernant le lieu. Donc, on a convoqué je pose cette question parce que tout à l'heure, quand nous avions interviewé M. Oulodjikpa Tchatchipi, le conseiller du président national du PNP, il a parlé encore du conclave du 12, alors que vous dites la réunion avait eu le vendredi. Oui, mais leur réunion hebdomadaire, c'est le samedi. Oui, donc il n'était pas au courant du report. Samedi, quand vous l'interrogiez, il n'avait pas encore l'information. Une si grande importance décision? Bon, le principe du conclave était acquis. De décaler de 1 ou 2 jours, c'est quoi c'est pas une importante décision. Non, en quoi c'est important? Ce qui aurait posé problème, c'est que, par exemple, on a décidé de décaler cette réunion de 10 jours, 2 semaines. Là, ça aurait posé un problème. Mais décaler pour des raisons de logistique, moi, je ne vois pas en quoi... Non, ça ne pose absolument aucun problème. D'ailleurs, d'autant plus qu'à la réunion précédente à laquelle le PNP était présent, le principe de mettre la réunion sur 2 jours avait été acquis, c'est-à-dire les 12 et 13. Malheureusement, là aussi, on a constaté que certains avaient déjà des engagements pour le 13. C'est la raison pour laquelle nous avons mis 14 et 15, mais ça, ce n'est pas... une si importante décision. Alors, M. Antoine Foley, qui décide au niveau de la C14 réellement? Ce sont les 14 partis qui décident. Unanimement? Toutes les fois? Non, attention. Vous savez, la C14 n'est pas un bloc monolithique. Nous sommes 14 partis. Oui. Et chaque fois qu'il y a un sujet à débattre, nous en débattons et ensemble, nous prenons les décisions, mais on n'est pas toujours... il y a des sujets sur lesquels il y a unanimité. Existe-t-il peut-être un noyau dans le groupe qui, lui, il reste intraitable par rapport à certains sujets? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, le plus souvent, on fait allusion au trio ANC, CDPA, UDS Togo. Non. Qu'en dites-vous? Non. Vous savez, non. Ça, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs qui ne correspondent à rien. C'est arrivé plusieurs fois que Jean-Pierre Fabre a été mis en minorité, que la coordinatrice a été mise en minorité, que moi-même je fasse des propositions qui ne sont pas retenues, ou d'autres fassent des propositions qui ne sont pas retenues. Non, c'est généralement, nous essayons, lorsqu'il y a un sujet, de parvenir à un consensus. Pas à l'unanimité, mais à un consensus. Et le consensus, généralement, c'est entre plusieurs positions, on essaye de trouver une position de compromis qui fasse le consensus, qui emporte le consensus de tout le monde. Il n'y a pas, là je peux vous dire que contrairement à ce que certains peuvent penser, il n'y a pas un trio ANC, CDP, UDS qui imposerait
systématiquement ses points de vue à la C14. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça, mais pourquoi a-t-il fallu que le CAR vous écrive? Et comprenez-vous le sens de sa lettre? Ben justement, nous allons le savoir. Nous allons le savoir aujourd'hui, puisqu'il y a une rencontre prévue entre le CAR et une délégation du CAR et les autres membres de la coalition pour comprendre les motivations de cette décision. Peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'il y a des équivoques qu'il faut lever. Voilà, on le fera. Il n'y a pas de... Moi, cela ne m'inquiète outre mesure, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le CAR ne s'est jamais opposé au principe de ce conclave. Le CAR a participé aux décisions. C'est eux qui ont présidé une séance. C'est un membre du CAR qui a présidé la cellule qui a élaboré le document préparatoire de ce conclave. Maintenant, je dis aussi qu'un parti aussi important que le CAR n'a pas pu prendre une telle décision sans avoir de sérieuses raisons de le faire. Maintenant, la démarche minimum, c'est d'aller vers les responsables du CAR pour savoir ce qui se passe et connaître les raisons qui ont motivé cette décision et voir dans quelle mesure, s'il y a des équivoques ou des malentendus, on peut les résorber pour que nous nous retrouvions à ce conclave qui est vital, je dirais même, qui est vital pour la coalition. Aucun problème en interne à la C14? Non, mais... Si je pose la question, parce que entre-temps, le MCD, qui ne participe plus à vos réunions, Fulbert Atisso, avec son parti, qui fait parfois des déclarations, aujourd'hui, c'est le cas qui vous envoie, vous écrit une lettre. Alors... Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que à la C14, nous sommes 14 partis politiques. Donc, ce n'est pas toujours qu'on est d'accord sur tout. Mais on essaye, autant que se peut, de parvenir à un consensus. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la démarche de Fulbert Atisso. Je la déplore. Je déplore cette démarche parce que lorsqu'on fait partie d'un groupe et qu'on a des ressentiments ou des observations à faire, le mieux, c'est d'abord de le faire dans le groupe. En interne. Mais en interne. Puisque, vous savez, je ne comprends pas que l'on puisse être membre d'un groupe, se mettre à l'extérieur de ce groupe et dire que le groupe devrait faire ça. Alors que ces recommandations, ces observations, on ne les fait pas en interne. Fulbert Atisso a dit des choses, mais une fois qu'il a dit ça, il a fait quoi? En quoi il fait avancer les choses? Il a fait quoi? C'est comme si moi, je vous dis tout à l'heure, le conclave doit faire ça, mais sans avoir soulevé le problème en interne. Vous savez, dans nos réunions à la C14, il y a des gens qui disent des choses encore plus sévères que ce que Fulbert Atisso a dit. Autrement dit, quand vous écoutez M. Antoine Folly, est-ce qu'il n'y a pas déficit de règlement intérieur au sein du groupe? Non, vous savez, on n'a pas de règlement intérieur, mais nous nous sommes imposés une règle de conduite. C'est vrai qu'il n'y a pas de règlement intérieur, mais... une règle de conduite qui apparemment n'est pas coercitive. Non. Parce que nous n'en avons pas trouvé la nécessité. Jusqu'à présent, nous avons travaillé en bonne intelligence. La parole n'a jamais été refusée à qui que ce soit. Chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de faire des propositions, chacun est libre, permettez-moi le terme, de pousser des coups de gueule en interne. Bon, et souvent, lorsque les observations et les recommandations sont fondées, elles sont prises en compte. Mais je dis que la démarche consistant à ne pas poser les problèmes en interne dans le groupe dont on fait partie et puis se mettre à l'extérieur du groupe pour dire, pour jouer au donneur de leçons, ce n'est pas convenable. De la même façon, parce que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui est grave. Je lis sur les réseaux sociaux des gens qui indexent un tel
comme ayant conduit la coalition à l'impasse. On accuse la coordinatrice, on accuse Jean-Pierre Fabre, on accuse un tel. Mais vous savez, la coalition a fonctionné comme une équipe de football. Lorsqu'une équipe de football gagne, on ne dit pas que c'est l'attaquant qui a marqué et qui a gagné. On dit que c'est l'équipe qui a gagné. Lorsque l'équipe perd... Mais parfois c'est à l'actif quand même de celui qui a marqué le but. Mais non, on ne met pas... tiens, tel joueur Jenny Dakona a perdu contre telle équipe. Non, on dit le Togo ou Gomido a perdu contre un tel ou le Togo a perdu contre un tel. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que... Au regard de tout ça, est-ce que la C14 est en train d'aller à la restructuration de la structure, la réorganisation de la structure elle-même, comme l'auraient préconisé certains qui vous auraient envoyé des courriers, ou bien les objectifs sont ailleurs? Monsieur Antoine, vous allez répondre, mais nous marquons d'abord la pause. Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, monsieur Antoine Folly, qui est le délégué général de l'UDS Togo, parti membre de la C14. Alors, monsieur Antoine Folly, le conclave aura lieu, bien sûr, mais est-ce un conclave pour la restructuration, la réorganisation du groupe, c'est-à-dire de la coalition, ou bien vous avez appelé à ce conclave pour des objectifs assez précis et clairs? Non, vous savez, nous avons passé 18 mois ensemble au niveau de la C14. Oui. Depuis août-septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons, au nom des Togolais, nous avons mené un combat. Il y a eu, j'allais dire, un épisode qui s'est terminé le 20 décembre. Oui. Il est normal que, en tant que regroupement politique, nous asseyons pour faire le bilan. J'allais dire ça, c'est un truc de bon sens. Il faut qu'on s'assoie pour faire le bilan, déjà. Voir les actes que nous avons posés. Bon, peut-être que nous n'avons pas tout bien fait. Peut-être que nous avons posé des actes que nous n'aurions pas dû poser. Peut-être que des actes que nous aurions dû poser et que nous n'avons pas fait. Donc, il faut que... peut-être aussi que les objectifs n'étaient pas clairement cernés, partagés par tous. Donc, il faut que nous nous retrouvions pour faire le bilan du chemin que nous avons parcouru. Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Et puis, ça nous permet de faire notre autocritique. Et ensuite... Une sorte de catharsis, une sorte de remise en cause. Non, pas forcément de remise en cause, mais au moins d'autocritique. Vous savez, nous sommes des êtres humains. On ne peut pas... Si nous étions parfaits, nous serions à la place de Dieu. Donc, nous avons certainement, je dis certainement, peut-être commis des erreurs stratégiques, etc. Maintenant, il faut qu'on fasse le bilan. Et une fois qu'on aura fait le bilan, parce que notre objectif, il ne faut pas l'oublier, quand on avait commencé, c'était l'alternance. Et cette alternance, nous la voulions à travers les réformes constitutionnelles et institutionnelles, la remise à plat du cadre électoral pour des élections démocratiques et transparentes. Aujourd'hui, il faut au moins que nous fassions le bilan par rapport à ces objectifs et analyser à froid les raisons pour lesquelles nous n'avons pas atteint ces objectifs. Mais le combat pour un Togo démocratique ne s'arrête pas. Le Togo ne s'arrête pas au 20 décembre. Et notre combat pour la démocratie ne s'arrête pas au 20 décembre. Nous continuons notre action face au gouvernement parce que nous estimons que le gouvernement actuel n'est pas à la hauteur, le régime actuel n'est pas à la hauteur des enjeux et des défis auxquels notre pays est confronté. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler et nous estimons qu'il faut une nouvelle gouvernance
qui permettent de répondre aux aspirations légitimes des Togolais, parce que les Togolais se sentent de plus en plus pauvres, les Togolais subissent de plus en plus d'injustices, le fossé entre les riches et le pauvre se creuse, nous vivons dans un monde d'impunité, les règles les plus élémentaires de la démocratie sont foulées aux pieds. Bon, voilà, c'est cette nouvelle gouvernance que nous voulons, une nouvelle gouvernance que nous voulons pour le Togo. Ce sont les lutte que vous poursuivez en matière de lutte. Voilà. Donc, ce que nous disons, c'est que les objectifs les ambitions que nous avons pour le Togo, ces ambitions demeurent intactes. Voilà. Donc, et nous obligent à poursuivre la lutte. Maintenant, il y a eu un chemin parcouru en 18 mois. L'objectif de ce conclave est, comme je le disais tout à l'heure, de faire le bilan, de voir si nous devons rectifier nos objectifs, si nous devons repréciser les objectifs, et puis définir les stratégies appropriées aux objectifs qu'on se sera fixés, et voir de quelle façon nous allons reprendre la lutte pour la démocratie au Togo. Et puis, vous savez que il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons des échéances électorales en face de nous. Il y a les élections locales. Oui. Bon, est-ce que... quelle est la position de la C14 aujourd'hui? Est-ce qu'il y avoir des élections locales? Justement, ce conclave doit nous permettre de prendre une position claire sur les élections locales. Les élections locales, ce n'est pas seulement les élections municipales. Normalement, les élections locales, c'est les élections municipales, mais aussi des élections régionales. Est-ce que le gouvernement va organiser uniquement les élections municipales? Est-ce qu'il va organiser des élections municipales et régionales? Nous n'en savons rien, mais nous ne devons pas attendre que le gouvernement prenne une décision. Nous devons dès à présent définir une position claire face à ces échéances électorales. Autrement dit, une position claire et commune au groupe. Bien sûr, une position claire et commune au groupe. Nous avons une autre échéance qui est celle de 2020. Oui, la présidentielle. La présidentielle de 2020. Mais par rapport à cette échéance, nous devons également, mais sans aucun état d'âme, réfléchir sur la manière d'aborder toutes ces échéances. Voilà. Et puis... Autrement dit, plancher sur la candidature commune de la C14 ou bien quoi faisant par rapport à la présidentielle? Non, la manière d'aborder ces élections. N'attendez pas de moi que je vous dise aujourd'hui, avant ce conclave ou avant d'autres discussions, s'il y aura une candidature commune ou pas. Non, ce n'est pas à moi de le dire, c'est au conclave que, après réflexion, nous poserons les jalons de ce que sera notre position par rapport à ces élections. Mais les Togolais attendent que, par exemple, ne serait-ce que pour les élections locales, que nous leur donnions, nous leur disions ce que nous faisons. Est-ce que nous y allons? Est-ce que nous n'y allons pas? Quelles sont les conditions pour que ces élections soient crédibles, oui, c'est etc. C'est vrai qu'on ne va pas mettre la charrue avant le bœuf, mais quand même, au regard de l'expérience du décembre dernier, le 20 décembre, est-ce que la coalition va se permettre de boycotter encore les locales? Soyez patients. Permettez que, au sortir de ce conclave, nous vous donnions une réponse claire. Voilà. N'attendez pas que je vous réponde à la place de la C14. Je ne suis pas habilité. Je ne suis pas habilité à le faire. Donc, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que après ce conclave, nous aurons des réponses claires à donner à vous-même, les médias, mais aussi à tous les Togolais qui attendent. Est-ce que les réformes doivent être faites avant les locales ou bien peut-être après, et ce sera dans la tranche, le moment donc des présidentielles? Au niveau du conclave, nous prendrons position sur tous ces sujets. Ça fait partie des sujets de réflexion que nous avons inscrits à l'ordre du jour du conclave.
Est-ce que vous ne reconnaissez toujours pas l'Assemblée actuelle? Non, là, vous savez, la question n'est pas de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Nous considérons que cette Assemblée, telle qu'elle est là, n'est pas représentative de la nation togolaise. Elle n'a Pourquoi elle n'est pas représentative? Non, elle n'est pas représentative parce que pour que ces élections soient représentatives, il faut que les élections qui ont abouti à cette Assemblée soient inclusives à la fois au niveau des électeurs qu'au niveau des candidats. Cela n'a pas été le cas. Donc, une bonne partie des Togolais n'a pas pris part à ces élections. Une bonne partie des personnes représentant des Togolais et qui avaient vocation à représenter des Togolais pour obtenir leur suffrage n'ont pas été malheureusement... mais c'est vous qui avez choisi de ne pas participer. Non, nous n'avons pas choisi. Cette situation a été imposée par le régime. Nous considérons que... Non, bien sûr, ça a été imposé par le régime. Vous savez, notre position a été claire. Nous ne voulions pas boycotter ces élections. Nous voulons aller à des élections, mais à des élections dignes de ce nom. C'est-à-dire des élections où on fasse un recensement en bonne et due forme, où les conditions d'organisation respectent les normes internationales, etc. Ça n'a pas été le cas. Oui, mais malheureusement, l'élection a été saluée par les chefs d'État de la CEDEAO. 14 chefs d'État plus le Togolais Faure Gnassingbe, vous ne voyez pas? Non, mais ça ne nous surprend pas. Ça ne vous a pas surpris? Non, ça ne nous a pas surpris. Autrement dit, tous les chefs d'État, personne n'a... Non, cela ne nous a pas surpris. D'accord. Avant, il y a quand même les auditeurs qui voudraient aussi vous poser des questions. Nous avons le premier intervenant qui est 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour, cher, bonjour à votre invité. Oui. Bonjour. Bon, voilà. Moi, je crois que même si la C14 a échoué, ce n'est pas l'affaire du C14, c'est l'affaire de toute la population maintenant. Il y a la société civile, etc., etc. Bon, voilà ma question. La semaine passée, les États-Unis voudraient aider le peuple togolais à éradiquer les fake news sur leur réseau WhatsApp. Bon, à mon avis, monsieur Antoine Folie, si plutôt nous aider à éradiquer les fake elections, les fake results, les fake dialogues by CDAO, je crois que ça veut dire plutôt les peuples togolais. Merci, bonne journée. 92 02 80 63 pour être en direct et participer à cette émission avec nous. Et notre invité ce matin, c'est le délégué général donc de l'UDS Togo, monsieur Antoine Folie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jachin. Oui, monsieur Kokou, nous vous écoutons. Oui. Bonjour, monsieur Antoine Folie. Bonjour, monsieur Kokou. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour cette honnêteté que vous avez eue pour avoir mis à nu la CEDEAO aux yeux du monde entier. La lutte pour le Togolais, ce n'est pas pour aller à n'importe quelle élection, c'est pour les réformes. Et pour cela, la feuille de route n'a pas été appliquée. Je ne vois pas pourquoi on vous accuserait d'avoir boycotté une quelconque élection. Bon. Ma question est la suivante. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, il y a des jurisprudences au sein de la C14? Qu'est-ce que je voulais dire? Auparavant, il y avait des gens qui sortaient et faisaient des déclarations qui n'allaient pas au sens du groupe. Mais vous avez toujours l'habitude de défendre cette position, que chacun est libre de faire ses déclarations. Je voudrais prendre un exemple. Le CNP, à chaque fois que vous organisez des choses, le CNP sort pour justifier le truc de solidarité et vous avez chaque fois justifié sa position. Nous ne voyons pas aujourd'hui, c'est ça qui pousse que tout le monde veut aller dans le même sens. Et concernant la lettre du cas, les journalistes nous disent que la lettre répond, c'est ça qui était mis sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait? Est-ce que c'est la coalition qui a mis la lettre que le CAR a envoyée sur les réseaux sociaux ou bien comment? Merci beaucoup.
Bien noté, cher ami, vous avez été visiblement long. Mais nous allons prendre le troisième auditeur sur le 20 92 02 80 63. Sinon, on nous signale que le 22 21 80 99, la ligne filaire ne marche pas ce matin. Alors, le troisième intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Ah, pas encore. Et donc... Monsieur Antoine Folly, la question donc de Monsieur Kokou, comment se fait-il que la lettre du cas s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? Je ne peux rien vous dire là-dessus parce que avant que la lettre ne se retrouve sur la plateforme de la C14, parce que nous avons une plateforme interne, avant que la lettre ne se retrouve sur la plateforme, elle était déjà sur les autres plateformes. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui, mais le cas, vous avez écrit de par le passé, mais cette lettre n'a jamais fait objet de publication sur les réseaux sociaux. Monsieur Tchassona, vous avez écrit, jamais on l'a vu sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il que pour la lettre du cas, très rapidement, c'est sur les réseaux sociaux? Alors, un auditeur voudrait vous poser aussi une question. Il y a eu une fuite, je ne sais pas. Allô? Allô, oui. Bonjour, cher ami. Oui, je t'appelle. D'accord, quelle est la question? Bonjour, invité. Bonjour. Oui, d'abord, à vous entendre parler aujourd'hui, on comprend que vous êtes ensemble, mais vous ne travaillez pas ensemble. Parce qu'il faut être clair. Aujourd'hui, vous parlez qu'il y avait une réunion le vendredi et que le PNP parle le samedi, qui n'a rien attendu. Bon, tout ça là, c'est pour dire que vous irez à un conclave. Le peuple vous attend. Si la décision de ce conclave est contre le peuple, vous verrez le peuple devant vous. Mais si c'est pour le peuple, vous verrez le peuple derrière vous. C'est tout ce que moi je vous dis. Merci. Et une menace? Alors, donc la question vous avait été posée. Vous ne savez pas non plus l'origine ou bien comment la lettre du cas s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire. On a constaté que la lettre s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Bon, on le déplore parce que ce n'est pas normal. D'accord. Allô? Allô? Allô, allô? Bonjour, le volume de votre radio. S'il vous plaît. Oui, c'est monsieur? Je voulais m'adresser. D'abord, c'est monsieur. D'abord, monsieur, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Allô? Oui, votre nom? Je m'appelle Joseph. D'accord, Joseph. Joseph Batita, oui. Allez-y maintenant. Je voulais féliciter votre invité et de nous dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est très bon. Mais il y a quelque chose qui me choque. Après leur réunion et leur pourparler, je vois qu'il y a quelques journalistes qui font de mieux et font avancer leur idée. J'aimerais que s'ils veulent faire leur réunion comme ça, ils n'ont qu'à choisir au moins quelques journalistes qui connaissent eux-mêmes parmi eux et ils vont entretenir leur réunion ensemble pour que ce qu'ils savent aussi, ils n'ont qu'à les donner et nous envoyer, nous, la population, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Parce qu'après le show, la critique des journalistes, il y a quelques-uns qui disent qu'ils font plus mieux que... oui, voilà. Maintenant, la question, s'il vous plaît, la question. Oui, maintenant, la question, cher ami. Ma question est que leur contrat qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils sont unanimes de le faire? D'accord, et merci. Que la PLP, jusqu'à présent, lui, n'a pas su que le contrat va reporter. Comment se fait-il qu'il ne peut pas leur dire que les choses sont changées et lui, le samedi, il maintient encore la date du 12. D'accord, bien noté. Alors, il s'est expliqué, bien sûr, par rapport à votre préoccupation. Cependant, je lui repose tacitement la question. Oui. Non, je l'ai dit tout à l'heure. La décision a été prise vendredi soir. Peut-être que, généralement, quand on fait une réunion comme ça et qu'un parti est absent, on s'arrange toujours pour que le quorum soit atteint, que une grande partie des partis soient présents. Mais s'il arrive qu'un parti n'est pas présent à la réunion, généralement, il prend le soin d'appeler la coordinatrice ou un autre membre pour savoir ce qui aurait été... Oui, mais quand même, il faudrait revoir copier dans la mesure où le PNP dit qu'il sera
il fera partie donc de la réunion. Bien Cependant, il maintient encore la date du 12 alors que déjà la veille, la réunion a décidé de repousser la date. Il y a eu un problème de communication. D'accord. Qui a fait que au moment où les journalistes interrogeaient le PNP, ils n'avaient pas encore connaissance de le journaliste interrogeait les agents du PNP ou bien disons les responsables du PNP dans la soirée, et il faut dire de vendredi jusqu'à samedi soir, il y a quand même au moins 12 heures de temps de passer. Alors la question de monsieur Pelé, à vous entendre, vous êtes ensemble mais vous ne travaillez pas ensemble, et si aucune décision valable n'est sortie dans l'avantage du peuple, vous risquez d'avoir le peuple à dos. Non, vous savez, non, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Si nous avons décidé d'aller à ce conclave, c'est parce que nous prenons sur nous, nous avons à cœur de travailler dans l'intérêt des populations. Nous nous sentons redevables vis-à-vis des populations. Et tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt des populations. Les décisions qui seront sorties de ce conclave seront des décisions dans l'intérêt général des populations togolaises. Eh oui, vous ne voyez pas que c'est une sorte de jurisprudence au sein du parti. Dans le passé, vous défendiez bec et ongle le PNP. Aujourd'hui, d'autres partis lui emboîtent le pas au sein de la coalition. Je n'ai pas bien compris. Il faisait allusion au cas, et puis bon, dans le temps, c'est le PNP qui prenait le contre-pied donc des décisions, ou bien faisait autre déclaration que celle prise unanimement au cours de vos réunions. Non, voilà, d'autres veulent lui emboîter le pas. Non, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Si le CAR a pris cette décision, je suppose qu'elle a de sérieuses raisons de le faire. On va s'expliquer. On va se rencontrer, ils nous diront ce qu'ils ont sur le cœur. Si on peut lever les équivoques, si on peut régler les malentendus, on le fera. C'est tout. Est-ce que vous pouvez aider à éradiquer les fake news sur les réseaux sociaux? Alors, moi, ce que je voudrais dire à nos compatriotes, c'est de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit sur les fake news, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news et il y a même des professionnels de fabrication de fausses informations, tout simplement pour nuire à Internet. Mais ces derniers temps, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu d'écrit sur la coalition? Mais il y avait... Certains écrivaient des choses. Quand on lit ça, ce serait un peu comme si... On a même lu qu'il y aurait des enveloppes consistantes qui ont circulé au sein de certains leaders de la C14. C'est pourquoi vous avez boycotté le scrutin du 20 décembre. Mais vous savez, moi, si quelqu'un me montrait des preuves de ces choses-là, je jugerais. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ce n'est pas propre à la politique. Ce n'est pas propre à la politique. Je voudrais simplement dire à nos compatriotes de continuer à faire confiance à la C14, et lorsqu'il y a des informations à porter à leur connaissance, nous avons les canaux habituels, des communiqués authentifiés, des déclarations, etc. Nous continuerons à le faire. Tant qu'il n'y a pas ça, tout ce qui est écrit par des tiers sur la C14, qui prennent ça avec des personnes. Est-ce que les 44 personnes annoncées par le gouvernement ont été toutes libérées? Sinon, le PNP fait allusion à 32, il resterait 12. Non, vous savez, moi, très rapidement. Non, sur la question des libérations, il y a toujours des polémiques. Parce que on considère que des gens sont quasiment arrivés à la fin de leur peine et qu'on les libère. Donc, dans la comptabilité, parfois, nous considérons que ces gens qui sont pratiquement arrivés à la fin de leur peine et qu'on libère, on considère que ce n'est pas tout à fait une libération. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que pour la plupart de ces personnes qui sont aujourd'hui en détention, c'est des situations d'injustice. Et nous avons demandé au gouvernement que nous traitions ce problème d'un point de vue politique
et que, une bonne fois pour toutes, on libère toutes ces personnes. Que tous ces dossiers soient vidés, clôturés. Voilà. Monsieur Antoine Folly, merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance au conclave que vous annoncez. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Très bien. Alors, et c'est la fin donc, de cette émission, madame, monsieur. Merci à tous qui nous avez reçu 5 sur 5 chez vous. Était notre invité ce matin, M. Antoine Folly, le délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo, parti membre de la C14. Tout à l'heure, vous allez retrouver Jacob Ahama à 9h pour le journal. La Neve à 13h, nous serons là tout comme à 18h. Alors, quelquefois, on rencontre son destin sur le chemin qu'on prend pour l'éviter. Bonne semaine à toutes et à tous.